Alice avait servi la famille de Madame Karen pendant près de 20 ans, et pourtant rien de ses longues années de service ne l'avait préparée à ce spectacle qui lui coupa le souffle. Nuit après nuit, alors que la maisonnée sombrait dans le silence, elle regardait Édouard, le nouveau mari de Karen, monter discrètement l'escalier et entrer dans la chambre de la jeune Lucie. Lucie, la fille de Karen issue d'un précédent mariage, était une adolescente de 14 ans, renfermée, le regard triste et un crayon constamment à la main. Elle passait ses journées à dessiner sous la treille de glycine du jardin, ses croquis aussi solitaires que ses murmures. La petite chambre d'Alice, derrière le jardin, donnait sur la fenêtre de Lucie à l'étage, et chaque soir avant de dormir, elle lisait, jetant un dernier coup d'œil pour s'assurer que la lumière dans la chambre de Lucie était éteinte. Mais une nuit fatidique, à une heure précise, une faible lueur perça le rideau. Alice pressa son front contre la vitre froide et se figea. Une grande silhouette se tenait au chevet de Lucie, dos à la fenêtre, et Alice reconnut cette silhouette large et familière. C'était Édouard. Se frottant les yeux, incrédule, elle regarda jusqu'à ce que la lumière s'éteigne, et c'est alors seulement qu'elle put reprendre son souffle en tremblant. Le lendemain matin, Édouard apparut dans le jardin, impeccable comme toujours, sirotant un café sous les vignes grimpantes. « Bonjour, Alice », la salua-t-il, son sourire impeccable lui envoyant un froid désagréable dans le dos. Alice força sa salutation et se précipita à l'intérieur. Plus tard, elle s'approcha doucement de Lucie. « Que dessines-tu, ma chérie » demanda-t-elle. Lucie ne leva pas les yeux. « Ce ne sont que des rêves » murmura-t-elle, révélant le croquis d'une pièce sombre et d'une ombre menaçante à sa porte. Nuit après nuit, le même scénario se répétait. À 1h10 du matin, Édouard entra et la fragile lumière s'éteignit à nouveau. Karen rejeta les inquiétudes d'Alice comme une simple lubie. « Édouard, prenez simplement des nouvelles, de sa belle-fille » insista-t-elle. « Ne laisse pas ton imagination s'emballer » prévint-elle d'une voix de plus en plus froide. Désespérée, Alice se confia à Rachel, la jardinière à la retraite. « Si quelque chose se passe vraiment, elle ne te croira pas » l'avertit Rachel, les yeux emplis de pitié. Mais les paroles de Rachel ne firent que renforcer la détermination d'Alice. Un soir, Alice cacha un vieux téléphone dans une fausse plante près de la porte de Lucie et le mit en mode enregistrement. Le lendemain matin, elle appuya sur lecture, d'abord des parasites, puis le léger grincement de la porte, un silence, puis le murmure d'un homme, « Ça ne fera pas aussi mal que tu le penses », suivi d'un sanglot étouffé. Les larmes aux yeux, Alice confronta Karen dans le salon. « S'il te plaît, écoute », supplia-t-elle en lui mettant le téléphone dans la main. Karen mit l'enregistrement en pause, le visage exaspéré. « Tu as installé un appareil chez moi. Tu écoutais aux portes. » Le cœur d'Alice battait fort. « Écoute sa peur », supplia-t-elle. Mais la fureur de Karen la rendait aveugle à chaque mot. « Tu insultes mon mari », gronda-t-elle. « Continue comme ça, et tes années de service ne te sauveront pas. » Alice s'éloigna en titubant, son monde s'effondrant. Pourtant, elle ne pouvait ignorer les sanglots tremblants de Lucie, ni l'ombre froide qui hantait la nuit. Alors, déchirée entre la peur et le devoir, elle résolut de trouver un autre moyen, quel qu'en soit le prix, de protéger l'enfant effrayé qui avait en elle la plus grande confiance. « Essayez-vous de nous séparer ? » ?»« Non, je crois simplement ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. »« Sors », prévint Karen d'une voix basse et d'un calme mortel. « C'est ton dernier avertissement. Un pas de plus, et tu ne vivras plus dans cette maison. » Alice retint son souffle en voyant le visage de Karen se durcir. Elle n'osa pas répondre. Se détournant, elle quitta la pièce, le cœur battant. Dans le couloir, la petite Lucie se tenait près de l'escalier, sa petite silhouette dissimulée derrière une statue de marbre. Ses mains étaient blanches comme des phalanges, ses lèvres pincées. Alice leva les yeux juste à temps pour croiser les yeux écarquillés et effrayés de Lucie, puis l'enfant s'éclipsa, regagnant sa chambre comme un oiseau effrayé. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle rangeait le débarras poussiéreux, Alice trouva quelque chose qui lui glaça le sang. Une feuille volante avait glissé d'une chemise usée. C'était un dessin de Lucie, une poupée en lambeaux affalée dans une boîte profonde et sombre, et à côté d'elle se tenait une grande silhouette, la tête détournée. Sous le dessin, griffonné en dents de scie, on pouvait lire ces mots glaçants, « Personne ne croit la poupée ». Alice serra le journal contre sa poitrine, les larmes lui montant aux yeux. Dehors, le ciel au-dessus du manoir était devenu lourd, un vent glacial secouait les branches mortes du vieux chêne, les faisant gémir comme des os brisés. À cet instant, Alice sentit quelque chose en elle aussi se briser.
Cette nuit-là, le sommeil la fuyait. Elle récupéra l'enregistrement audio enregistré des semaines plus tôt, brancha ses écouteurs et appuya sur lecture. Des murmures lui parvinrent aux oreilles faibles, mais indubitables. Puis, clair comme un murmure dans le noir, ne le dis à personne, Lucie. Ceci est notre secret. Son sang se glaça. Le lendemain matin, Alice rassembla son courage et frappa à la porte close de Lucie. Lucie, puis-je te parler un instant, demanda-t-elle doucement. Le silence lui répondit. Je ne suis pas ta mère et je ne peux pas tout arranger, poursuivit Alice. Mais si jamais tu as besoin d'écoute, je suis là. Je te croirai, seulement si tu veux parler. Après un long silence, la porte s'ouvrit en grinçant de quelques centimètres. Lucie resta plantée là, le regard terne d'épuisement et de chagrin. D'une voix à peine plus forte qu'un soupir, elle murmura, « Tu devrais partir. Personne ne te croira. » Puis elle se retira, le loquet cliquetant doucement derrière elle. À Boston, la fin septembre était anormalement froide. Alice était assise près de sa fenêtre, contemplant la pâle lumière de l'aube, son thé depuis longtemps oublié et glacé dans sa tasse. Des cernes encadraient ses yeux, mais sous la fatigue brûlait une détermination farouche. Aujourd'hui, elle allait faire ce qu'elle redoutait, tout signaler à la police. Pas besoin de permission de Karen, pas besoin de preuves plus claires, elle avait des nuits blanches, des dessins troublants, ce murmure hanté à son oreille, et surtout, le regard hanté de Lucie chaque fois qu'Édouard passait, la confusion et la peur luttant contre la résignation. Prenant une profonde inspiration, Alice traversa le grand hall et s'arrêta à la table du petit déjeuner où Karen et Édouard étaient assis. Elle s'éclaircit la gorge. « Madame, j'aimerais vous parler en privé. » La cuillère de Karen se figea à mi-chemin de sa bouche, et Édouard leva les yeux, son sourire poli se crispant. « Qu'y a-t-il, Alice » demanda Karen, la voix irritée. « C'est à propos de Lucie » commença Alice, son regard se tournant vers Édouard lorsqu'il tenta de la devancer. « Je crois que j'ai été trop patiente. » Le sourire d'Édouard s'éclaira. « C'est encore ça, Alice ? On a été clair, tu n'as pas le droit de m'empêcher de parler. » Les yeux d'Alice lancèrent des éclairs. « Je vais à la police, et j'ai des preuves. » Elle sortit son téléphone de sa poche et tapota l'écran. L'enregistrement grésilla dans le haut-parleur, « Ne le dis à personne, Lucie. C'est notre secret. » Le visage de Karen pâlit. « Encore ça ? Je t'avais dit que ce n'était pas clair. » Édouard se renversa dans son fauteuil et haussa les épaules. « Elle est juste obsédée. Mieux vaut lui accorder quelques jours de repos pour se changer les idées. » Les yeux de Karen se plissèrent, une froideur naissante envahissant son ton. « Je ne veux pas envenimer la situation, mais si vous continuez à accuser mon mari, vous serez viré de cette maison. » Alice posa son téléphone, la voix posée. « Alors je m'en vais. Mais avant, je vais signaler l'incident à la police. Si aucun de vous ne protège cet enfant, c'est moi qui le ferai. » Édouard se leva avec un sourire narquois. « Sans preuve tangible, ils se moqueront de toi. »« Je vais tenter ma chance, » répondit Alice en tournant les talons et en s'éloignant, les laissant figés dans la pourriture dorée de leur manoir. Le commissariat local n'était pas loin. Alice était assise en face de l'inspecteur Michael Walker, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants et au regard calme et attentif. « Vous avez dit que vous aviez des preuves » demanda-t-il doucement. Alice hocha la tête et posa son téléphone sur le bureau. Il y a des pas, une porte qui s'ouvre, et cette phrase claire, « Ceci est notre secret. » L'inspecteur Walker enfila son casque et écouta en silence. Une fois l'enregistrement terminé, il le retira et hocha la tête d'un air mesuré. « Nous enverrons quelqu'un pour enquêter. Mais sans déclaration de Lucie ni preuve plus concluante, nous ne pourrons pas procéder à une arrestation. Je crains qu'elle ne soit à nouveau blessée. » La voix d'Alice tremblait. « S'il vous plaît. Suivez le protocole, c'est peut-être sa seule chance. » Il lui a glissé un reçu accusant réception du rapport. « Merci de votre témoignage. » Alice plia le papier comme un talisman d'espoir et partit. Cet après-midi-là, 2 policiers en civil sonnèrent à la porte de White Oak Estate. Édouard répondit, imperturbable. « Il y a un problème, agent ? » « Nous avons reçu un rapport concernant votre fille, Lucie, » a déclaré un officier. Karen apparut en haut des escaliers, surprise. « Est-ce que quelque chose ne va pas avec mon enfant ? Nous avons juste besoin de quelques minutes pour lui parler, avec votre permission. » Lucie était assise dans le salon,
un carnet de croquis à la main. À la vue des policiers, elle le laissa tomber, les pages s'étalant sur le sol. Alice a dû te dire quelque chose, intervint Édouard. Elle a une imagination débordante. Je n'ai pris de nouvelles de Lucie que quelques fois, car les vieilles maisons craquent sous le vent. Un officier prenait des notes. Madame Harper, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers temps? Karen hésita. Non, tout va bien. Lucie est juste une fille tranquille. Nous aimerions lui parler en privé, a insisté l'officier. Édouard lui lança un regard noir. Elle est mineure. Sa mère doit être présente. L'officier se tourna vers Karen. Venez avec nous, madame. Lucie observa le visage de sa mère, sa petite main tremblante. Dans une pièce privée, un policier s'assit à côté de Lucie, la voix douce. Lucie, as-tu quelque chose à me dire? Quelqu'un t'a-t-il fait peur? Lucie secoua la tête, les yeux rivés au sol. L'agent lui proposa gentiment, si vous nous le dites, vous n'aurez pas d'ennui. Un hochement de tête suffit. Elle secoua néanmoins la tête. Karen était assise à côté d'elle, main dans la main, mais son regard ne croisa jamais celui de sa fille. À leur sortie, les policiers échangèrent un regard par radio. Aucune déclaration. Aucune preuve. Rien. L'après-midi même, Karen convoqua Alice au salon. Tu as dépassé les bornes, dit-elle froidement et sans appel. Je ne peux plus te faire confiance. Tu es virée. Alice fit ses bagages en silence, le visage pâle de Lucie en haut des escaliers étant son seul témoin. Alors qu'Alice fermait la porte derrière elle, elle jeta un dernier coup d'œil en arrière. Lucie se tenait là, tel un fantôme, prisonnière d'un rideau de peur. Alice louait une minuscule chambre dans un quartier populaire du sud de la ville. Étroite et miteuse, c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Mais chaque nuit, le sommeil la quittait. En fermant les yeux, elle voyait le regard vide de Lucie et la boîte sombre qui renfermait son secret. Déterminée, Alice consacra ses souvenirs à une longue lettre manuscrite, chaque dessin, chaque promesse murmurée adressée au lycée de Lucie. Elle y joignit le fichier audio et les photos des croquis troublants de Lucie. Une semaine passa dans une attente angoissée. Puis Rachel, la confidente d'Alice, apparut à sa porte, serrant contre elle un sachet de biscuits fait maison. « Comment vas-tu » demanda-t-elle doucement. « Je m'en sors » murmura Alice en fixant la pâle lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux. « Tu crois que Karen va changer d'avis » Rachel secoua lentement la tête. « Pas encore. Elle se ment à elle-même. » Alice ferma les yeux, sa voix à peine audible. « J'espère juste que Lucie va bien. Peut-être que si quelqu'un d'autre parle, les choses changeront. » Pendant ce temps, à White Oak, les murs de cette belle vieille maison semblaient se resserrer autour de Karen. Le sommeil la quittait, et Édouard se glissait encore dans la chambre de Lucie. Une nuit, alors que Karen passait devant la porte de sa fille, un léger murmure glacial la figea. Elle hésita devant la porte, la main tremblante sur la poignée. « C'est impossible » murmura-t-elle. « Édouard aime Lucie comme sa propre fille, c'est juste ?» La pensée s'arrêta sur ses lèvres lorsqu'un grincement sourd résonna de l'autre côté, comme si quelqu'un s'agitait nerveusement dans le lit. Karen recula, le cœur battant la chamade, et s'enfuit dans le couloir. Dans son esprit, un refrain résonnait sans fin, Alice m'a menti. Édouard est un homme bien. Lucie est en sécurité. Pourtant, le regard hanté de Lucie, empli d'une terreur muette, trahissait chaque mot rassurant. La jeune fille s'accrochait à Karen comme si des griffes invisibles la tenaient fermement, et au fond d'elle, Karen sentait une vérité cachée prendre vie. Après le départ d'Alice, le domaine de White Oak devint étrangement sombre. Les nouvelles gouvernantes allaient et venaient le jour, sans jamais s'attarder la nuit. Aucune ne s'arrêtait pour remarquer le tressaillement de Lucie à chaque contact, ni le regard vide qui l'enveloppait dès qu'Édouard entrait dans la pièce. L'enfant ne jouait plus dans le jardin, elle se retirait dans l'ombre, enfermée derrière sa porte close, sa voix se fondant dans le silence. Par un frais matin d'octobre, Rachel arriva à l'improviste, un panier d'oranges et un bouquet d'orchidées séchées à la main. Karen l'invita à entrer, mais Rachel s'attarda sous le treillis de glycine. « Lucie me manque » dit-elle doucement. « Comment va-t-elle » Karen afficha un sourire narquois. « Elle est normale. Un peu lunatique, ça doit être la puberté. » Le regard perçant de Rachel se leva. « J'ai entendu dire qu'Alice avait déménagé. Elle va bien »
La réponse sèche de Karen fut glaciale, elle a causé trop de problèmes. Rachel ne dit rien de plus, mais Karen sentit le changement dans le cœur de son amie. Ce soir-là, un léger grincement attira Karen devant la porte de Lucie. « Lucie, puis-je entrer » appela-t-elle. Le silence lui répondit. En entrant, elle trouva la pièce baignée de la douce lueur de la lampe. Lucie était assise devant le mur, le dos tourné, dessinant au fusain. Karen en eut le souffle coupé à la vue d'une grande silhouette sans visage se profilant à côté d'un petit enfant aux yeux écarquillés. « Qui a dessiné ça » murmura-t-elle. Le murmure de Lucie lui revint, « C'est moi. »« Qui est-ce » Personne, siffla la jeune fille. Karen s'agenouilla près d'elle, la voix tremblante. « Il s'est passé quelque chose ? Tu peux me le dire. » Lucie leva les yeux, les larmes piquant ses joues sèches. « Je te l'ai déjà dit, dit-elle. Quand je l'ai écrit, mais tu l'as jeté. » Stupéfaite, Karen regarda Lucie récupérer un mot froissé dans son manteau. À l'encre noire et sale, il déclarait, « Je te l'ai dit, mais tu ne m'as pas cru. » Le monde de Karen bascula. « À qui as-tu montré ça ?» Mademoiselle Alice, murmura Lucie. Avant qu'elle soit renvoyée. Seule dans la cuisine, Karen pressait ses mains tremblantes contre le verre d'eau froide. D'un côté, des vérités fragmentées, les dessins effrayants, le mot déchiré, les supplications murmurées d'un enfant. De l'autre, son doux mari gentil, solidaire, sa consolation dans l'obscurité. Mais pourquoi Lucie avait-elle dessiné de telles horreurs? Pourquoi l'enfant s'était-elle sentie ignorée? Les mots de Rachel résonnaient, un enfant ne dessine pas de cauchemar sans raison. Le lendemain matin, Karen s'empara du vieux cartable de Lucie et fouilla dans les armoires poussiéreuses. Sous les journaux et les manuels, elle trouva un cahier à couverture rigide, dont la première page portait l'inscription « Personne n'a le droit de lire ceci, sauf maman ». Les doigts tremblants, elle l'ouvrit et découvrit des passages qui lui déchirèrent le cœur. « Hier soir, il est revenu. J'ai fait semblant de dormir, mais mon cœur battait fort. J'ai frappé à la porte de maman pour demander de l'aide, mais elle n'a pas ouvert. Peut-être qu'elle l'aime plus qu'elle ne me croit, il a dit que si j'en parlais à quelqu'un, je serais enfermé à jamais. Personne ne me croit. Mademoiselle Alice est la seule à voir mon cauchemar. » La dernière ligne, griffonnée d'une écriture tremblante, « Je déteste vivre dans cette maison. » Karen s'affala sur une chaise, le visage blême, tandis que la vérité qu'elle avait niée transperçait chaque once de confiance mal placée. Pendant ce temps, Lucie était assise en classe, le regard perdu dans le ciel gris au-delà de la fenêtre. L'enseignante lut les mots de Robert Frost, « J'ai pris celui qui est le moins fréquenté », et parla d'espoir, de la promesse verte de la vie. Pour Lucie, cependant, toute couleur avait disparu. Une voix douce interrompit sa rêverie. Emma, sa silencieuse voisine de bureau, murmura, « Ça va ?» Lucie secoua la tête, puis marqua une pause. Personne ne me croit. Emma ne la jugea pas, se contentant d'une main sur son poignet tremblant. Pour la première fois depuis des semaines, Lucie ressentit une étincelle de chaleur. Plus tard, Karen remit le carnet sur l'oreiller de Lucie, où la jeune fille dormait, recroquevillée. Assise à son chevet, la voix de Karen était douce, « Lucie, je suis vraiment désolée. J'ai tout lu, tu me l'as dit, et je n'ai pas écouté. J'ai ignoré les signes. » Lucie ouvrit des yeux fatigués et rougit. « Me crois-tu maintenant ?» demanda-t-elle. Karen hocha la tête, la voix étranglée par les larmes, « Oui. Je te crois, et je te protégerai. » À cet instant, la distance entre elles s'évanouit, remplacée par le rythme effréné de deux cœurs battant à l'unisson. Cet après-midi-là, tandis que Lucie reposait dans ses bras, Karen tenait les preuves devant elle, le journal, le mot, le faible enregistrement qu'Alice lui avait donné. Tel un miroir, il reflétait chaque instant qu'elle avait refusé de voir. Déterminée, elle prit son téléphone et composa le 911. « Je m'appelle Karen Mitchell, » dit-elle d'une voix ferme. « Je voudrais signaler une maltraitance, ma fille a besoin d'aide. » Moins d'une heure plus tard, l'inspecteur Michael Walker et l'agent Lisa arrivèrent au domaine de White Oak. Karen les accueillit à l'entrée, son journal à la main, résolue. Elle les guida à travers le bureau et leur exposa la vérité, enfin prête à affronter le cauchemar et à protéger son enfant. Plusieurs passages décrivent des violences psychologiques et physiques. Voici l'enregistrement audio enregistré par une ancienne femme de ménage, ainsi que quelques dessins de Lucie. Lisa ouvrit le journal et feuilleta les pages.
Elle fronça les sourcils en lisant des passages comme « Il a dit que personne ne me croirait, et chaque fois que les lumières s'éteignent, ça fait tellement mal. » Michael écoutait attentivement l'enregistrement. À la ligne murmurée « C'est notre secret », il marqua une pause, retira ses écouteurs et regarda Karen. « Comprenez-vous ce que cela signifie ? Nous allons devoir interroger Monsieur Edouard aujourd'hui. »« Je comprends », répondit Karen d'une voix ferme. « Je suis prête. »« Et Lucie ?» demanda Lisa. « Va-t-elle consulter un psychologue ? » Elle disait que personne ne la croyait, mais aujourd'hui, je crois que oui. Michael hocha la tête. On enverra quelqu'un cet après-midi. Mais d'abord, je dois parler à Edouard. Edouard lisait le journal dans le salon lorsque Michael et Lisa entrèrent avec Karen. Il hésita, puis reprit rapidement son calme habituel. « Il se passe quelque chose ?» demanda-t-il en se versant du vin. Michael a montré son badge. « Nous sommes du bureau d'enquête de la protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement et des preuves de maltraitance infantile. Nous avons besoin que vous nous accompagniez au siège pour un interrogatoire. » Edouard posa son verre et ricana. « Des abus ? Qui a porté cette accusation ? Karen, tu es sérieuse ? » Karen ne répondit pas, elle resta silencieuse derrière les officiers. « Tu as le droit de garder le silence et d'avoir un avocat. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi devant un tribunal, » a récité Lisa clairement. Edouard se leva d'un bond. « C'est dingue. Je n'ai rien fait, c'est une invention. Je suis son mari, et cette fille a des problèmes psychologiques. » Michael fit un signe de tête à Lisa. Ils s'avancèrent pour le menotter. Edouard résista violemment. « On me piège. C'est la gamine où elle me déteste parce que je ne la laissais pas utiliser le téléphone. » Karen ferma les yeux, les mains fermement serrées. Lucie se tenait dans l'escalier, silencieuse, regardant la police emmener Edouard. Elle ne pleurait pas et ne parlait pas, mais lorsque sa mère s'approcha, Lucie la serra fort dans ses bras et murmura « Il est vraiment parti, maman ?» « Oui », murmura Karen. « Plus personne ne te fera de mal. » Lucie s'effondra sur l'épaule de sa mère, pleurant non pas de peur mais de soulagement. Au commissariat, Edouard a été détenu pendant 48 heures pour enquête. Son avocat, Richard Martin, est arrivé et a exigé sa libération. Michael frappa la table du poing. Il ne partira pas tant qu'on n'aura pas fini de l'interroger. Sans déclaration de victime, pour quel motif le retenez-vous ? Calmement, Michael ouvrit son ordinateur portable, écouta l'enregistrement et lui tendit un exemplaire du journal. Le visage de l'avocat devint blême. Ce soir-là, Lisa retourna au domaine avec Marie, une jeune psychologue. Marie discuta avec Lucie dans sa chambre tandis que Karen attendait dehors. 1 heure plus tard, Marie émergea et hocha la tête d'un air pensif. « Elle commence à se confier, » dit Marie. « Le chemin est long, mais au moins, maintenant, elle sait qu'elle n'est pas seule. » La voix de Karen tremblait. A-t-elle dit quelque chose de précis ? Elle a dit qu'il venait tous les soirs, faisait des choses horribles, la forçait à garder le secret et qu'il avait même menacé une fois de tuer sa mère si elle en parlait à quelqu'un. Karen s'effondra sur une chaise, le visage entre les mains. Juste à ce moment-là, Rachel arriva avec une marmite de soupe chaude. En larmes, Karen parvint à dire « Je ne l'ai pas protégée à temps. » Rachel posa doucement une main sur l'épaule de son amie. « Ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant. » Même si les médias n'en avaient pas encore eu vent, l'affaire attirait l'attention des milieux policiers, un beau-père issu d'un milieu respectable de la classe moyenne, accusé de maltraitance à long terme, dénoncé par une ancienne femme de ménage renvoyée pour suspicion excessive. Un jeune journaliste du Boston Globe, Stephen Carter, a entendu parler de l'affaire par un ami policier et a commencé à recueillir discrètement des informations. Quelque chose dans cette histoire lui semblait profondément anormal, et il était absolument nécessaire de le révéler. Lucie a bénéficié d'une pause scolaire de 3 jours. Durant cette période, Marie lui rendait visite chaque matin pour des séances de thérapie. Karen a également commencé à tenir son propre journal, notant chaque changement d'expression de Lucie et chaque nouveau mot qu'elle prononçait, déterminée à ne plus jamais rien oublier. Le soir, mère et fille dessinaient ensemble. Lucie dessinait des fleurs, des ciels et des rayons de lumière, même si, au coin de chaque page, persistait une ombre faible et rétrécissante. Un soir, Lucie leva les yeux. « Maman, » murmura-t-elle, « j'ai encore peur. » Karen la serra contre elle. « Tu as le droit d'avoir peur, dit-elle doucement,
mais tu ne l'affronteras plus jamais seule. Une pluie fine commença à tomber tandis que Karen raccompagnait Marie jusqu'à la porte. Avant de monter dans sa voiture, Marie posa une main sur le bras de Karen. Lucie commence à guérir, dit-elle, mais la culpabilité maternelle a aussi besoin d'être guérie. Tu n'es pas seule. Karen hocha la tête, son cœur toujours lourd comme la pierre. Plus tard dans la soirée, Karen erra dans le couloir en direction du jardin, le chemin qu'Alice, la véritable gardienne de Lucie, avait si souvent emprunté autrefois. Son regard se posa sur une petite porte latérale, restée fermée depuis longtemps, menant à l'ancienne chambre d'Alice. Elle repoussa les toiles d'araignée, glissa la clé rouillée dans la serrure, et la porte s'ouvrit en grinçant. Une épaisse couche de poussière recouvrait tout. La couverture beige était toujours soigneusement pliée, le vieux service à thé posé sur la table, et un petit cadre photo comportait la photo d'un homme d'âge mûr, le père d'Alice, supposa Karen. Assise sur le lit, une vague de culpabilité la submergeait. Elle se souvenait comment Alice avait pris soin de Lucie pendant que Karen travaillait, à une époque où la vie était paisible, avant que l'ombre d'Édouard ne s'abatte sur leur maison. Sur la table se trouvait un morceau de papier oublié, coincé entre les pages du calendrier. Si un jour j'ai tort, pardonne-moi. Mais si j'ai raison, protège Lucie. Les larmes coulèrent sans prévenir lorsque Karen relut le mot. Ce soir-là, elle choisit du papier à lettrer, d'une écriture délicate qu'elle n'avait pas utilisée depuis des années, écrivit à Alice. Alice, je n'attends pas ton pardon, mais je veux que tu saches que j'ai lu tout ce que Lucie a écrit. J'ai fait confiance à la mauvaise personne et j'ai repoussé la seule qui ait vraiment vu la vérité. Si possible, reviens, ne serait-ce qu'une fois, pour que je puisse te remercier. Karen. Elle plia soigneusement la lettre, la mit dans une enveloppe et appela Rachel. J'ai une lettre pour Alice, dit-elle d'une voix tremblante. Pourriez-vous la lui apporter? Il y eut un silence, puis Rachel répondit, je le ferai, mais tu dois la revoir. Tu lui dois bien ça. Karen murmura, je sais. Alice vivait dans un quartier populaire de South Boston, où elle louait une petite chambre au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. Elle vivait comme une ombre, travaillant à l'heure pour des familles, mangeant à emporter, lisant de vieux journaux et, parfois, scrutant le domaine de White Oak à travers les arbres. Quand Rachel frappa, Alice hésita à ouvrir. Elle pensa qu'il s'agissait d'un collecteur de déchets. Alice appela Rachel doucement. C'est moi. Alice ouvrit la porte, ses cheveux fins en chignon bas, vêtus d'un pull usé. Quelque chose ne va pas? C'est Karen qui t'envoie. Rachel lui tendit l'enveloppe. Alice la contempla un long moment avant de l'ouvrir. Après avoir fini de lire, elle s'affala dans un petit fauteuil, serrant la lettre contre sa poitrine. Tu veux dire quelque chose? Demanda doucement Rachel. Les yeux d'Alice se remplirent de larmes. Je ne sais pas si j'aurai la force d'y retourner. Lucie t'attendait, lui rappela Rachel. Le lendemain, Alice arriva. Elle portait son vieux manteau, un bonnet tricoté et des chaussures usées, ses pas étaient lents et hésitants, mais déterminés. Karen se tenait dans le jardin, tenant l'écharpe de Lucie. Lorsqu'elle vit Alice, elle resta sans voix. Chaque femme fit quelques pas hésitants en avant, puis s'arrêta, leur regard rivé sur une compréhension silencieuse. Ça va? Demanda Karen, la voix tremblante. Alice inspira profondément. Je suis assez vivante pour revoir Lucie une dernière fois. Veux-tu entrer? Alice secoua la tête. Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Je veux juste savoir que la fille va bien. Lucie parle encore de toi. J'espère juste qu'elle vit dans la lumière, et non dans l'obscurité créée par les adultes. Veux-tu la voir? Alice hocha la tête. Karen la conduisit dans le salon. Lucie était assise et dessinait, dos à la porte. Au bruit, elle se retourna. Leurs regards se croisèrent, Lucie laissa tomber son crayon et se précipita dans les bras d'Alice. Mademoiselle Alice, s'écria-t-elle. Alice s'agenouilla et la serra dans ses bras. Je suis désolée de ne pas avoir pu rester. Lucie murmura, non, tu as déjà fait tellement de choses. Karen se tenait à proximité, la main sur la bouche, les larmes coulant librement. Cet après-midi-là, Alice partit. Karen l'accompagna jusqu'au portail. Tu es la bienvenue quand tu veux, dit doucement Karen. Pas comme femme de ménage, mais comme membre de la famille. Alice marqua une pause, puis sourit doucement. La famille, ce n'est pas une question de contrat ou d'argent, c'est une question d'oser affirmer la vérité.
Karen baissa la tête. J'apprends à faire ça. Alice hocha la tête une fois, puis se retourna et s'éloigna. Plus tard, dans la chambre de Lucie, un nouveau carnet était ouvert. Sur la première page, de la douce écriture de Lucie. Mademoiselle Alice est revenue, et cette fois personne ne peut me forcer à garder des secrets. Pendant ce temps, Édouard était incarcéré dans un centre de détention en périphérie de Brooklyn. Son calme avait disparu, il était renfermé, explosant parfois de colère à la vue des lumières vives ou des craquements nocturnes. Son avocat, Richard Martin, lui rendait visite. L'audience préliminaire approche, a déclaré Richard, mais honnêtement, Édouard, les preuves sont assez accablantes. Édouard ricana. Je ne l'ai jamais touché, je lui ai juste parlé à 1h du matin dans le noir, en murmurant, c'est notre secret. La voix de Richard était froide. Son témoignage, le journal, l'enregistrement, les dessins, c'est trop pour être ignoré. Édouard serra les dents. Cette Karen, elle s'est retournée contre moi. Richard se leva, le regard dédaigneux. Ce n'est pas elle qui s'est retournée contre toi. C'est la vérité, si. Bien qu'Édouard fût parti, les blessures de Lucie étaient profondes. Elle se réveillait encore en sursaut la nuit, dessinant des scènes en gris et noir de petites silhouettes entourées d'ombres informes. Un après-midi, alors qu'elle préparait le thé, Karen reçut un appel de l'école de Lucie. La voix de l'infirmière était inquiète, « Madame Mitchell, venez immédiatement. Lucie vient de s'évanouir en classe. Elle est à l'infirmerie. » Karen laissa tomber sa tasse de thé. Son cœur se serra. Elle se précipita vers l'école et trouva Lucie pâle et en sueur, mais consciente. L'infirmière, Caroline, une femme d'une 40aine d'années, l'accueillit à la porte. Elle présente des signes d'épuisement sévère. Je suis désolé de devoir dire que je soupçonne un traumatisme psychologique. Quand Karen s'approcha, Lucie recula d'abord. Interrogée sur sa famille, elle murmura, qu'il ne sache pas que je me suis évanouie. Karen porta une main tremblante à sa bouche. Caroline lui serra doucement la main. Nous allons déposer un rapport auprès du service de conseil, elle a besoin d'une surveillance étroite. Cette nuit-là, Karen entra dans la chambre de Lucie. La fillette était allongée sur son lit, les yeux fixés au plafond. Elle ne dessinait pas, ne parlait pas et ne pleurait pas. Je suis là, dit doucement Karen. Lucie n'a pas répondu. Karen s'agenouilla à côté d'elle. Grand-mère te manque-t-elle? Lucie cligna des yeux une fois. Je me disais, dit Karen, que tu pourrais peut-être aller à Burlington, dans le Vermont, un moment. L'air y est frais, grand-mère t'a toujours aimé. Ça t'aiderait peut-être à te sentir plus légère. Lucie resta immobile. Après un long moment, elle se tourna vers sa mère. Si je pars, seras-tu triste? La voix de Karen tremblait. Oui. Mais si ça soulage ta douleur, je serai plus heureuse que triste. Lucie regarda sa mère pour la première fois depuis des semaines. Dans ses yeux brillait une faible lueur, comme la première lueur d'un feu dans une nuit d'orage. Je ne veux plus que quelqu'un ouvre ma porte la nuit, personne ne fera plus jamais ça. Lucie ferma les yeux tandis que Karen restait à ses côtés, lui tenant doucement la main. Karen ne bougea pas et ne dit rien, elle resta simplement là jusqu'à ce que, enfin, la respiration de la jeune fille s'approfondisse et qu'elle sombre dans un sommeil réparateur. Le lendemain matin, Karen s'occupa de préparer la chambre de Lucie pour leur voyage à Burlington, dans le Vermont. En ouvrant le tiroir du bas du vieux bureau en bois, ses doigts effleurèrent quelque chose d'inattendu, un petit carnet relié en cuir, si soigneusement rangé que seul un nettoyage minutieux aurait pu le retrouver. Avec une curiosité tremblante, Karen ouvrit la couverture. Sur la première page se trouvait un dessin au fusain obsédant, Édouard debout dans l'ombre, une lampe de poche à la main éclairant la silhouette tremblante de Lucie. La jeune fille se tenait complètement exposée au nu, sans visage, sans voix et Karen sentit son souffle se bloquer. La page suivante était un flou d'encre et d'agonie, les mots maculés comme si des larmes étaient tombées sur les lignes. Je rêve de lui, debout près de mon lit, toutes les nuits. Même après son arrestation, j'entends encore la porte grincer. J'ai envie de disparaître, mais mademoiselle Alice m'a dit, tu n'as pas besoin de disparaître, tu as besoin d'être entendu. Si jamais quelqu'un lit ceci, ne m'oublie pas. Karen pressa le fragile carnet contre sa poitrine, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Une seule larme tomba sur la couverture, maculant les bords du dessin au fusain, laissant place à un flou de chagrin. Cet après-midi-là, Karen conduisit Lucie à la gare du sud de Boston.
Sur le quai, Margaret, la mère de Karen, l'attendait à bras ouverts. Malgré sa silhouette mince et ses cheveux presque argentés, son regard brillait d'une chaleur inébranlable. « Lucie !» s'exclama Margaret en faisant signe à sa petite fille d'avancer. Lucie hésita un instant avant de se jeter dans les bras de sa grand-mère. « Tu seras en sécurité ici », murmura Margaret. La voix de Karen tremblait lorsqu'elle murmura « Grand-mère est forte ». « Et toi, maman ?» demanda doucement Lucie. « Je t'attendrai », promit Karen. « Tous les jours. » Alors que le train s'éloignait, Karen resta sur le quai, agitant la main jusqu'à ce que le wagon disparaisse dans le virage. C'est alors seulement qu'elle remarqua les larmes qui coulaient sur ses joues. Ce soir-là, de retour au domaine, Karen s'assit à la lueur des bougies et écrivit dans son journal. Aujourd'hui, Lucie est partie non pas pour fuir, mais pour se retrouver. Elle a trop souffert, et moi, sa mère, je n'ai pas su la protéger à temps. Mais maintenant, même si c'est tard, je l'accompagnerai sur le chemin de la guérison. Je l'ai entendu, je l'ai cru. Elle ferma le journal, souffla la bougie et écouta le vent hurler dans les couloirs vides. Mais au fond de son cœur, seul le silence régnait, un calme qui commençait à panser de vieilles blessures. Lundi matin, Karen se réveilla d'une nuit sans rêve. Elle ouvrit la porte de la chambre de Lucie, le petit lit était soigneusement fait, un doux parfum d'huile essentielle de lavande flottait encore dans l'air. Sur le bureau se trouvait une petite enveloppe couleur crème, adressée de la main de Lucie, « N'ouvre que lorsque tu seras vraiment prête, maman. » Karen le ramassa d'une main tremblante, le posa, puis inspira profondément et se tourna vers la cuisine. Quelques pas plus tard, elle s'arrêta, revint et retira le seau délicat. À l'intérieur se trouvait une note pliée. « Maman, si tu lis ceci, c'est que tu as eu le courage d'affronter la vérité. Un jour, j'ai cru mourir pas le genre de mort que les gens voient, mais celle qui vous brise de l'intérieur. J'avais envie de crier, j'avais envie de disparaître. Mais quelqu'un m'a cru. Mademoiselle Alice a vu ce que tu n'avais pas vu et maintenant, tu le vois aussi. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Bisous, Lucie. » Karen serra la lettre contre son cœur, tandis que les larmes brouillaient l'encre. Elle se leva, alla au téléphone et composa le numéro de l'inspecteur Michael. « Allô ?» Sa voix, basse et posée, la salua. « Je suis Karen Mitchell, » dit-elle. « J'aimerais rendre le journal de ma fille et apporter des preuves supplémentaires. »« Tu es sûr ?» demanda-t-il. « Je suis prête, » répondit-elle d'une voix ferme. Une heure plus tard, Michael et l'inspectrice Lisa se tenaient dans le hall tandis que Karen présentait 3 carnets, la copie d'un enregistrement audio et chacun des dessins troublants de Lucie. Lisa feuilleta un journal, son regard s'assombrissant à chaque page. Lisant à voix haute une entrée, « Tu es mon plus doux secret, j'étais malade. » Elle jeta un coup d'œil à Michael. « Avec ce journal complet, » dit Michael doucement, « nous pouvons déposer une requête en détention prolongée et accuser formellement Edward de violence psychologique et d'exploitation sexuelle sur mineurs. » Une semaine plus tard, Marie et Lisa se rendirent à Burlington pour retrouver Lucie dans la chaleureuse maison de Margaret. L'odeur des viennoiseries fraîches flottait dans l'air et le chant des oiseaux filtrait à travers les fenêtres. Lucie était assise dans un fauteuil rembourré, une tasse de lait chaud à la main. Lisa s'assit doucement en face d'elle. « Tu sais qu'on est là pour t'aider, n'est-ce pas ?» Lucie hocha la tête. Lisa poursuivit, « Personne ne peut te forcer à parler, mais si tu es prête, tes paroles pourraient aider d'autres enfants qui n'ont pas été crus. » Lucie regarda Marie, qui hocha la tête pour l'encourager. Lentement, Lucie prit la parole. « Au début, il s'est juste assis à côté de mon lit, m'a dit qu'il était mon nouveau papa, qu'il voulait que je me sente en sécurité. Mais son regard n'était pas celui d'un père. Puis il a commencé à me toucher mes mains, mes cheveux, mes épaules et petit à petit, il a glissé ses mains sous mon t-shirt. Il m'a dit, ne le dis à personne. C'est ce que font les petites filles sages, pour que les adultes les aiment encore plus. » Les larmes montèrent aux yeux de Lucie, mais elle ne sanglota pas. Marie la prit dans ses bras par derrière. Lisa lui serra la main pour la rassurer. Finalement, Lucie murmura, « Il m'a dit que si je criais, tu mourrais de honte. » Lisa pinça les lèvres et hocha la tête. « Avec votre permission, nous enregistrerons cette déclaration. Vous avez été incroyablement courageux. » « Est-ce qu'il ira en prison ?» demanda Lucie. « Pas seulement la prison, » répondit doucement Lisa, « il devra en assumer toutes les conséquences. » Une semaine plus tard,
Karen reçut un appel, Édouard était inculpé de 3 chefs d'accusation graves. Assis dans sa cellule, le visage tiré et en colère, il criait que Lucie mentait. Son avocat, Richard, jeta les dossiers, frustré. « Je ne peux pas vous défendre si vous ne coopérez pas. » De l'autre côté de la ville, le monde a finalement écouté l'enfant qui avait enfin été cru. Le matin de l'audience préliminaire, un vent glacial balayait Boston. Karen serrait fermement l'écharpe tricotée de Lucie autour de son cou en entrant dans la salle d'audience à huis clos fermée au public, mais pas à la presse, qui qualifiait déjà cette affaire de tragique leçon de confiance trahie. Édouard fut conduit à l'intérieur, le regard creux. Face à lui se tenait la femme qu'il avait aimée autrefois, désormais silencieuse, résolue. Le juge lut les chefs d'accusation, abus sexuels sur mineurs, atteinte à la vie privée, préjudice psychologique grave. Édouard tenta de protester, mais ses paroles s'écrasèrent face au poids de la vérité. Lisa s'est levée et a pris la parole au nom de Lucie. La victime ne peut pas assister au procès pour des raisons de santé, mais ses journaux intimes, son enregistrement audio, ses dessins et sa déclaration corroborée ont tous été remis. Nous demandons la peine maximale pour protéger les autres enfants. La défense d'Édouard n'offrait aucune véritable réponse. Ces dénégations résonnèrent d'un ton creux jusqu'à ce que Karen, avant de partir, dise doucement « J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. » Mais mieux vaut tard que jamais. Lorsque le marteau est tombé, Édouard a été condamné à 10 ans de prison. Les preuves et le courage inébranlable de Lucie ne laissaient aucune place au doute. De retour à Burlington, l'hiver s'installa, recouvrant la place de Givre. Lucie vivait avec grand-mère Margaret dans une maison douillette près du marché, s'occupant des pots de lavande chaque matin et lisant à voix haute au coin du feu chaque soir. Marie lui rendait visite chaque semaine, notant chaque petit signe de guérison chez Lucie, un sourire sincère, une envie renouvelée de colorier désormais en bleu ciel et jaune pâle. Un matin ensoleillé, Marie demanda « Est-ce que tu rêves de quelque chose, Lucie ?» Lucie marqua une pause, puis dit « Un jour, je me dessinerai. Une version de moi-même qui n'est plus cachée. » Un mois après le procès, Karen frappa à la porte de l'appartement d'Alice non pas en tant qu'employeur, mais en tant qu'ami qui lui devait une immense gratitude. Alice ouvrit discrètement. « Comment vas-tu » demanda Karen. « D'accord, » répondit Alice doucement. « Je suis juste contente d'être restée près d'elle. » Karen a proposé, « Envisageriez-vous de revenir au domaine ? » Non pas pour travailler, mais pour la famille. Alice sourit doucement. « Je travaille maintenant dans une école et je regarde les enfants rire tous les jours. » Ça suffit. Ils s'embrassèrent sans un mot, la guérison, le pardon et l'amour remplissant l'espace où la douleur existait autrefois. Le 25 décembre, Karen trouva une lettre dans sa boîte aux lettres sans adresse de retour, mais l'écriture de Lucie était indubitable. À l'intérieur, Lucie y écrivait des mots sur Noël à Burlington, le froid dehors et la chaleur de son cœur. Elle se souvenait de la nuit où Karen lui avait tenu la main et juré que plus personne n'ouvrirait sa porte. « Tu as tenu parole », écrivit Lucie. « Je suis encore en train de guérir. J'ai ri aujourd'hui vraiment Rio pour la première fois depuis si longtemps. Merci, maman. Merci, mademoiselle Alice. Je suis toujours là, je respire toujours, je suis toujours en vie. Je continuerai à dessiner, et chaque jour, il y aura plus de lumière. » Bouleversée, Karen déposa la lettre sur sa table et, à la fin de l'été, ouvrit un petit café près de l'ancienne école de Lucie. Baptisé Light, il devint un refuge où toute personne en quête d'écoute pouvait trouver du réconfort. Sur un mur, l'œuvre de Lucie était exposée avec les mots « J'ai été vue. On m'a cru. J'ai été aimé. » Parce que chaque enfant mérite d'être entendu et que personne ne devrait jamais affronter seul sa nuit la plus sombre.